Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Bibliothèque d'Ursel pour le premier numéro de l'émission littéraire Virgule de la Picardie des Châteaux en partenariat avec les Amis de la Fête du Livre de Merlieu. Et bienvenue à Marie Joudineau qui a été notre lauréate 2024 du prix Merlieu des bibliothèques et qui a spontanément et chaleureusement accepté de venir pour ce premier numéro. Bonsoir Marie. Bonsoir Isabelle. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier numéro de Virgule. Merci à vous d'être présents. Et donc on voulait commencer par un petit portrait de l'autrice, un petit portrait de Marie assez rapide. Donc tu as grandi à Paris, tu as passé quelques temps à Hong Kong. Oui, c'est un petit peu d'exotisme. Tu as fait des études de lettres et de géographie avant de devenir urbaniste. Et puis, le goût des mots t'a rattrapé, tu es devenue enseignante, professeure de lettres classiques. Alors, lettres modernes. J'aimerais beaucoup être professeure de lettres classiques. Mais tu fais du latin. Oui, je fais du latin. Voilà. Aussi. Et puis, tu consacres beaucoup de ton temps à l'écriture. Et donc, voilà les 3 romans publiés de Marie Joudineau, Comme des éclats de toi, publié en 2022, La vie ne se danse jamais seule 2023 et La ritournelle de nos jours 2024, tous 3 à l'archipel. Et alors pour compléter ce petit portrait, moi j'avais quelques questions. C'était, est-ce que tu pourrais nous donner ton principal trait de caractère? Qu'est-ce qui te définit principalement? Alors, je crois que c'est l'enthousiasme qui me définit. Je suis quelqu'un de très enthousiaste. Lorsque j'ai un nouveau projet, je me lance à corps perdu. Et voilà, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Là, vous voyez, je suis en train de travailler sur un nouveau livre et je me suis passionnée pour la ville de Vienne. Il se passe à Vienne, en Autriche. Je me suis absolument passionnée pour cette ville et j'y mets énormément d'énergie, mais toujours de façon très joyeuse. Voilà, donc je crois que je suis quelqu'un d'assez enthousiaste. Et c'est vrai que tu as dit tout de suite oui avec enthousiasme quand on t'a proposé voilà, d'inaugurer cette émission littéraire. Et la personne que tu aimes le plus, que tu admires le plus? Que j'admire le plus. La personne que j'admire le plus, alors cela, bon, c'est difficile hein, parce qu'en réalité j'admire beaucoup de personnes, mais ça va rejoindre le livre dont on va parler plus tard, mais je pense que c'est Daphné du Maurier, voilà, qui est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je pense que c'est la femme qui m'a permis de découvrir la littérature, de m'ouvrir à l'écriture. J'admire la femme et j'admire également l'écrivain. Voilà, donc voilà, c'est quelqu'un qui me fascine. Et est-ce que tu as une devise et est-ce que ta devise serait « La vie ne se danse jamais seule » ? Est-ce que j'ai une devise? Alors clairement, j'y crois, hein, la vie ne se danse jamais seule. Je ne suis pas... alors je ne crois pas avoir de devise, non. Je crois beaucoup à... En fait, je pense que je suis quelqu'un qui évolue beaucoup en réalité dans la vie. Je pense que j'ai beaucoup changé, je me suis beaucoup adaptée. J'aime énormément le changement. Et je pense que mon petit passage à Hong Kong m'a vraiment forgée en ce sens. Je suis quelqu'un, voilà, j'ai beaucoup déménagé. Et à chaque fois, je retrouve cet enthousiasme pour découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Donc je pense que mon caractère évolue aussi. Si je devais avoir une devise, peut-être une devise, ce serait accepter le changement tout le temps. Voilà, être prêt au changement tout le temps. Donc à présent qu'on a fait un petit peu plus connaissance avec toi, on va revenir sur ton parcours d'autrice. À quel moment tu t'es dit « je vais écrire » et à quel moment c'est devenu au-delà d'une passion, presque un métier? Alors, petite, j'adorais, donc petite vraiment, hein, vers l'âge de 8-9 ans, j'adorais raconter des histoires. Donc j'écrivais de petites histoires dans des cahiers, mais j'avais pas encore vraiment imaginé qu'un jour j'écrirais un roman. Et puis en fait, c'est quand j'ai été au collège et que j'ai découvert Daphné du Maurier que c'était en 4e, je me souviens très bien. J'avais en plus un professeur de français qui était absolument formidable. Et en fait, je me suis rendu compte que écrire ces histoires dans mon petit cahier, c'est vraiment ce qui me procurait le plus de joie, le plus de plaisir. J'avais vraiment beaucoup de plaisir à rentrer chez moi le soir, à me mettre devant mon petit cahier, puis à raconter des histoires comme ça, à essayer de faire comme Daphné du Maurier et puis comme bien d'autres.
Donc j'ai gardé cela en tête pendant assez longtemps. Et puis au lycée, j'ai décidé de faire une première L, puis une terminale L, ce qui n'était pas facile parce que j'étais au lycée français de Hong Kong. On était très peu nombreux à vouloir se spécialiser en lettres. Donc au départ, on ne voulait pas ouvrir la classe, tout ça. Donc je me suis un petit peu acharnée. Et finalement, la classe a ouvert. Donc voilà, première L, terminale L. Et puis ensuite, j'ai fait une classe prépa littéraire pour apprendre à écrire, en fait, en me disant, bah voilà, en côtoyant les plus grands auteurs, eh bien, peut-être que je vais moi aussi apprendre à écrire et peut-être qu'un jour, je réussirai à être publiée. Donc j'ai fait ma prépa. Alors en prépa, j'ai peu écrit en réalité, peu de romans. Voilà, j'ai beaucoup écrit, mais voilà, assez peu d'histoires. Néanmoins, je me suis énormément enrichie. Et puis le temps a passé. J'ai décidé, je n'ai pas voulu aller en fac de lettres parce que je ne voulais pas devenir professeure, voilà, bien sûr. Je ne voulais vraiment pas devenir enseignante, je ne m'en sentais absolument pas les capacités ni l'audace, parce que j'avais l'impression qu'il fallait de l'audace pour devenir enseignant quand on sortait de la fac. Donc j'ai décidé de faire de la géographie parce que j'étais par ailleurs très intéressée par la géographie et en prépa, on fait ce qu'on appelle de la lecture de cartes. Et moi, j'adorais ça, la lecture de cartes. Voilà, on sort une carte d'un endroit qu'on ne connaît pas, généralement, vraiment. Et puis, on essaye de comprendre comment fonctionne cet endroit, rien qu'avec la carte qu'on a sous les yeux. J'ai adoré cet exercice. Et donc, j'ai fait un master de géographie et puis après un master d'aménagement du territoire. Je suis devenue urbaniste et puis je me suis mariée, j'ai travaillé et à un moment je me suis dit mais quand même rappelle-toi au départ ce que tu voulais c'était écrire des histoires et ça m'a rattrapée progressivement et en fait je me suis fixé l'objectif d'avoir écrit mon premier roman avant mes 30 ans. Voilà, qu'avant mes 30 ans, j'aurais au moins écrit un roman, je serais allée au bout de ce projet. J'avais besoin vraiment de mettre un point final, de voir si j'en étais capable, si ça m'apportait toujours autant de joie et autant de plaisir, et puis si c'était lisible. Voilà, donc c'est à ce moment-là que vraiment tout s'est fait. J'ai écrit ce premier roman. J'ai cherché un éditeur. D'abord, j'en ai parlé autour de moi, parce que j'avais rien dit à personne. Hormis mon mari, personne ne savait que j'écrivais. Et donc j'ai fait lire, je suis arrivée un jour devant mes parents, je leur ai dit ben voilà j'ai écrit ça, est-ce que vous pouvez lire? Idem avec mes beaux-parents, ma belle famille, bon voilà. Et puis j'ai cherché un éditeur et j'ai mis un petit peu de temps à trouver. Entre-temps j'ai eu des problèmes de santé, enfin j'ai eu mon deuxième enfant et puis des problèmes de santé. Et en fait c'est à ce moment-là que je me suis vraiment recentrée. Je me suis dit bon, j'ai adoré écrire ce roman. En fait moi ce que j'aime quand même, c'est la littérature, ce que j'aime, c'est lire, c'est partager cette joie de la lecture, de l'écriture. Donc finalement, peut-être que je devrais devenir enseignante. Voilà. Et donc j'ai passé le CAPES de français. J'ai mis de côté l'urbanisme, l'aménagement. Pourtant, j'ai eu une très belle expérience de ces métiers que j'ai adoré exercer. Vraiment, j'ai rencontré des gens formidables et j'ai eu la chance de travailler dans de très belles entreprises. Mais voilà, j'avais envie d'autre chose. Et donc, j'ai passé le CAPES de lettres. Et puis, j'ai commencé à écrire mon deuxième roman. Et en fait, un éditeur m'a contactée juste avant les oraux du CAPES. Voilà, peut-être une semaine avant les oraux, j'ai été contactée par les éditions de l'Archipel, par mon éditrice, Virginie Fuertes, qui m'a proposé de publier mon premier roman. Voilà. Tu l'avais envoyé Non, je ne l'avais pas envoyé aux éditions de l'Archipel. En fait, j'avais auto-édité mon roman. J'étais passée par... donc, après un certain nombre de refus, j'ai eu la chance d'échanger avec une éditrice qui m'a dit du bien de mon manuscrit, mais qui m'a aussi expliqué que ce n'était pas exactement sa ligne éditoriale, que ce n'était pas le bon moment pour elle, et qui m'a donné des conseils. Et l'un de ces conseils, c'était de passer par l'auto-édition. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, beaucoup de maisons d'édition n'ont plus de comité de lecture, parce que c'est coûteux. Et en fait, l'auto-édition est aussi un moyen pour eux de sélectionner des ouvrages. Et donc moi, je suis passée par une maison qui s'appelle Librinova, qui commence à avoir, alors je ne sais pas exactement combien d'années d'existence, mais bon, c'est une maison qui commence à se faire connaître. Donc c'est de l'impression à la demande, ça n'a rien à voir avec l'édition à compte d'auteur, donc on n'avance pas de frais en réalité, et le livre n'est imprimé que lorsqu'il est acheté.
ce qui est formidable pour un auteur. Et en fait, quand on passe par cette plateforme, les maisons d'édition qui ont un partenariat avec Librinova ont accès à tous les romans auto-édités sur la plateforme. Et en fait, c'est par ce moyen que Virginie Fuertes a découvert mon roman. Voilà. Et donc après, l'a édité. Et donc voilà, le premier roman. Et voilà, le premier roman. Alors exactement. Alors franchement, oui, je pense que c'est un des moments qui ont profondément marqué mon existence, ce moment où j'ai vu ce mail auquel je ne croyais plus, hein, vraiment je n'y croyais plus du tout, enfin en tout cas pas pour ce roman-là, j'avais commencé à écrire autre chose, tout ça, donc, mais je n'y croyais plus pour ce roman. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu ce mail, ouais, ça a été une vraie victoire j'ai eu l'impression d'avoir accompli quelque chose, voilà. Et donc ce premier roman, c'est Comme des éclats de toi. Voilà, comme des éclats de toi. Alors il a été un peu, on a changé le titre et puis parce qu'il avait été édité, donc auto-édité avec une certaine couverture, un titre. Donc on a revu le titre et la couverture, le texte très très peu. Ça a été quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié. En fait le texte a été pris quasiment tel quel. Hein. Voilà, on a eu un peu de relecture, un peu de travail éditorial, mais très peu en réalité. Et ça aussi, ça a été j'ai été très satisfaite de cela parce que voilà, j'avais pas tellement envie de le retoucher, ce roman. Et c'est vrai que c'était un moment très émouvant le jour où j'ai vu mon roman pour la première fois en librairie. Et c'était le premier roman dont tu aboutissais l'écriture. Oui, c'était vraiment le premier roman. Alors j'avais écrit une sorte de nouvelle et puis plein de débuts de choses quand j'étais plus jeune, et notamment à Hong Kong, j'avais beaucoup écrit à Hong Kong. Et en fait, ce roman, j'ai réussi à assembler un certain nombre de choses que j'avais fait auparavant. Enfin voilà, c'est un patchwork de beaucoup de choses que j'avais commencé, mais c'est vraiment le premier travail, effectivement, auquel j'ai mis un point final. Donc c'est un roman polyphonique avec 4 personnages principaux qui, à la suite d'un accident, en fait, voient leur vie complètement changer. Tu parlais du changement tout à l'heure. Tes personnages sont souvent quand même amenés à mener un changement de vie à la suite d'une rupture dans leur existence. Une rupture assez brutale, puisque là c'est un accident. Et alors, tu disais que le deuxième roman était déjà en cours d'écriture. Oui. Donc là, c'était plus rassurant peut-être de se dire, je vais passer du premier au deuxième roman. Pas vraiment, en réalité. Non. Alors en fait, je crois qu'à chaque fois, il y a cette remise en question assez profonde. Hein. Alors j'avais commencé à écrire le deuxième, avant même que le premier soit publié. J'avais cette histoire en tête de 2 sœurs et j'avais très envie de montrer les points de vue, en fait, comme un événement peut être vécu de manière totalement différente par 2 personnes qui ont apparemment reçu la même chose, 2 personnes qui s'aiment, qui se connaissent, qui ont grandi ensemble. Voilà, elles ne vont pas vivre les choses de la même façon. Vous avez vraiment envie de voir, d'étudier, d'explorer cette histoire de point de vue. Et donc j'ai commencé à travailler. Alors je voulais aussi que ça se passe dans un lieu qui n'existait pas. J'avais pourtant moi qui aime tant les lieux, j'avais envie d'en créer un cette fois. Donc j'ai créé cette île-là de Saint-Guirec, ça se passe sur une île, hein. Enfin les 2 sœurs ont grandi sur une île, ce qui a son importance. Et puis voilà, j'ai commencé à travailler, j'ai montré le début du manuscrit à mon éditrice, et là, ce que j'ai trouvé très intéressant avec ce deuxième roman, c'est qu'on a eu un travail éditorial un peu différent. J'ai la chance d'avoir une éditrice vraiment qui a un regard très fin et qui m'a fait des retours qui ont vraiment fait grandir le roman, à mon sens. Et voilà, donc ça a été un travail finalement, j'ai été plus rapide dans l'écriture de ce deuxième roman, mais je l'ai maturé moins longtemps, donc c'était vraiment très différent. L'écriture, le premier, c'était vraiment comme un bébé que j'ai couvé pendant des années. Celui-ci, c'était plus bref, plus intense en réalité, beaucoup plus intense. Et
Et l'histoire le veut aussi, hein, c'est une histoire très différente, mais que j'ai adoré également écrire. Alors, tu parlais d'un lieu que tu avais complètement inventé, Oui. alors que la plupart de tes romans se passent dans des lieux réels. Alors, je ne sais pas si c'est le passé d'urbaniste et les études de géographie qui influent, mais tu es hyper précise dans les lieux, dans l'écriture des lieux en particulier. Enfin, j'avais un exemple quand dans la ritournelle de nos jours, le personnage arrive à l'aéroport de Nice, en fait, on découvre la ville à travers son regard, avec vraiment le détail des rues qui sont traversées, des rues qui sont sillonnées. Et ça, est-ce que tu penses que c'est ton amour Je crois. des lieux et des lieux réels, en fait Oui, Nice, oui. Alors Nice qu'on retrouve dans plusieurs de tes romans. J'ai vécu quelques années à Nice et j'ai adoré vivre à Nice. J'ai aimé découvrir cette ville alors que j'y arrivais un peu avec des pieds de plomb. Hein. J'avais pas très envie. On est parti très brusquement avec mon mari. C'était au début de notre mariage. Je partais à Nice où voilà, j'avais un super boulot à Paris. J'étais bien. Alors moi qui aime le changement, non franchement c'était un peu dur. Un peu subi. Voilà, exactement, c'était un peu subi et en réalité je suis tombée amoureuse de cette ville qui renferme des trésors qu'on ne perçoit pas de prime abord, donc qui méritent vraiment d'être parcourue, d'être découverte et effectivement c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, enfin que j'ai essayé de faire dans le premier et dans le troisième, rendre compte de l'ambiance des lieux, de l'atmosphère des lieux à travers le roman. Moi, j'aime beaucoup, dans un roman, retrouver l'atmosphère de ville que je connais, des petits clins d'œil de lieux que je connais également, ou alors que j'aurais envie de découvrir. Donc, c'est effectivement quelque chose que je cherche à faire, et je pense qu'effectivement, je ne m'étais pas orientée vers la géographie par hasard, et maintenant, ce parcours nourrit aussi mon travail d'écriture, clairement. Oui, il y a un attachement aux bâtiments, aux maisons. Alors c'est Comme des éclats de toit où il y a une maison assez incroyable que tu décris, que traversent les personnages. Il y a une visite de la maison hyper précise, évidemment vue par le regard des personnages. Vraiment des lieux cachés, des lieux un peu insolites que tu travailles. Et dans La vie ne se danse jamais seule. Alors c'est imaginaire, mais le point de départ c'est une maison, c'est la maison qui parle même à plusieurs reprises. Et donc là, on a aussi ce lien à la maison, au bâtiment. Quelque chose de stable par rapport au changement. Oui, alors effectivement, et alors c'est exactement de cette façon que je l'ai conçue. Donc la maison qui a un nom, qui est la Kéa. La Kéa, dans La vie ne se danse jamais seule, c'est effectivement un lieu d'attachement pour les deux sœurs. C'est finalement là où que Thaïs revient quand ça va pas. Et puis c'est l'endroit que Suzanne n'a jamais quitté, qu'elle n'a jamais voulu quitter. Et effectivement, cette maison parle, je crois, beaucoup. Moi, je suis très attachée au lieu. J'aime le changement, j'aime beaucoup voyager. J'ai vécu à l'étranger, je n'ai pas toujours vécu à Paris. Mais je reste très attachée à certains lieux qui, du moins est-ce mon impression, sont témoins de nos existences. Et en fait, ces lieux, ces maisons, elles restent alors que nous, on part. Et j'ai l'impression qu'elles gardent un peu emprisonnés tous les souvenirs qu'on peut y avoir. Et c'est vrai que moi, quand je reviens dans la maison où j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais petite, les souvenirs affluent en moi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la maison qui me les renvoie. Qu'on a une espèce de dialogue très intime, en réalité, et extrêmement personnel, parce qu'on n'a pas tous, encore une fois, le même ressenti. Mais oui, je suis attachée aux lieux et à ce qu'ils nous font ressentir. Et cette maison témoin, on l'a effectivement dès le début de La vie ne se danse jamais seule. Je suis là depuis de longues années. Les saisons passent et se ressemblent autant qu'elles diffèrent. Chaque matin, je m'éveille avec l'aurore et guette les premiers rires, les premiers mots qui résonneront entre mes murs. Mais depuis peu, c'est surtout le craquement des ardoises que je perçois à travers le sifflement du vent. Et donc à la fois ce changement et cette stabilité, ce repère, et cette maison qui est vraiment le témoin de toute l'histoire familiale et qui revient à plusieurs reprises
dans le roman. Qui revient au moment clé, en fait, Oui. au moment les plus importants, c'est la maison qui prend la parole. Et comme s'il y a des choses qui ne pouvaient pas être dites par les personnages et il faut le recul de la maison pour les dire peut-être. À ce moment-là. Exactement. Alors tout à l'heure, tu as évoqué Daphné du Maurier, Rebecca. Quand je t'ai demandé il y a quelques jours quelle serait ton œuvre amie, l'œuvre marquante, tu m'as très vite répondu, sans hésiter, Rebecca de Daphné du Maurier. Oui, immédiatement. Donc une romancière britannique, un polar. Alors, un peu plus qu'un polar, je crois. Enfin, en fait, et je crois que c'est ce qui me plaît dans ce roman. En fait, j'ai l'impression que ce roman, il est tout à la fois. Il parle vraiment d'une multitude de sujets qui m'intéressent, avec une fibre romanesque extrêmement puissante. C'est-à-dire que c'est un vrai page-turner. On a envie de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé, qui est Rebecca, pourquoi elle a autant marqué les lieux, pourquoi... les lieux, d'ailleurs. Déjà les lieux. Hein, et d'ailleurs, je pense qu'un de mes passages préférés de Rebecca, c'est le début, les premières pages, c'est l'Incipit. C'est vraiment le moment où elle rêve de la maison, où elle rêve de Manderley, où elle rêve qu'elle retourne à Manderley, mais Manderley n'est plus. Et donc voilà, pour moi, il est tout à la fois ce roman. Il parle également de la femme, de cette condition de la femme, parce que l'héroïne doit trouver sa place et c'est difficile pour elle. C'est également une histoire de lieu. Il y a effectivement du roman policier parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé. Et puis il y a cette histoire de point de vue, encore, toujours. Qui était vraiment Rebecca? Comment était-elle perçue? Comment était-elle en réalité? Et cette réalité est parfois un peu trompeuse. Donc pour moi, effectivement, il est tout à la fois. Sans parler de la plume qui est extrêmement poétique et qui, je trouve, nous embarque immédiatement. Et tu me disais que tu relisais régulièrement. Des pages, oui, pas forcément intégralement, mais des passages. Régulièrement, je relis des passages, très souvent le début, vraiment très souvent, et puis je le lis à mes enfants aussi. Je pense que je ne suis pas certaine que mes enfants réussissent un jour à lire Rebecca, parce que je leur rabâche tellement les oreilles avec ce roman qu'ils doivent déjà en avoir marre. Mais voilà, je relis très souvent le début, je relis très souvent certains passages, des passages terribles, le passage du bal notamment où elle arrive costumée. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le roman, mais c'est un moment absolument terrible. Elle fait une erreur magistrale, mais ce n'est pas sa faute à elle. Elle a été induite en erreur par un personnage un peu maléfique. Et voilà, je relis très très fréquemment des passages. Tu veux nous lire les... Alors je peux, oui, tout à fait, lire les débuts que j'aime énormément. J'ai rêvé l'autre nuit que je retournais à Manderley. J'étais debout, près de la grille, devant la grande allée, mais l'entrée m'était interdite. La grille fermée par une chaîne et un cadenas. J'appelai le concierge et personne ne répondit. En regardant à travers les barreaux rouillés, je vis que la loge était vide. Aucune fumée ne s'élevait de la cheminée, et les petites fenêtres mansardées bâillaient à l'abandon. Puis je me suis sentie soudain douée de la puissance merveilleuse des rêves, et je glissais à travers les barreaux, comme un fantôme. L'allée s'étendait devant moi avec sa courbe familière, mais à mesure que j'y avançais, je constatais sa métamorphose. Étroite et mal entretenue, ce n'était plus l'allée d'autrefois. Je m'étonnais d'abord, et ce ne fut qu'en inclinant la tête pour éviter une branche basse que j'ai compris ce qui était arrivé. La nature avait repris son bien, et à sa manière insidieuse, avait enfoncé dans l'allée ses longs doigts tenaces. Et donc elle continue, elle avance, elle se rapproche progressivement de la maison, elle retrouve toute cette beauté qu'elle a connue par le passé. Et puis, pour finir, elle dit « Je penserais aux lilas en fleurs et à la vallée heureuse, ces choses-là étaient éternelles et ne pouvaient pas disparaître. Il y a des souvenirs qui ne font pas mal. Je décidais tout cela dans mon rêve, tandis que le nuage cachait la lune, car comme il arrive dans le sommeil, je savais que je rêvais. Je me trouvais en réalité à des centaines de kilomètres de là, sur une terre étrangère, et me réveillerais avant que beaucoup de secondes se fussent écoulées dans la petite chambre d'hôtel nue, dont l'impersonnalité même était réconfortante. Je soupirerais un peu et, ouvrant les yeux, m'étonnerais de cet éclatant soleil, de ce ciel intense et pur, si différent du doux clair de lune de mon rêve.
La journée s'étendrait devant nous deux, longue sans doute et monotone, mais dotée d'un certain calme, d'une chère sérénité que nous ne connaissions pas autrefois. Nous ne parlerions pas de Manderley. Je ne raconterai pas mon rêve. Car Manderley n'est plus à nous, Manderley n'est plus. Quel lien tu fais entre la lecture et l'écriture ? Alors, c'est une bonne question parce que, en réalité, pour moi, ce sont vraiment des exercices différents. Tout à fait différent, et j'ai souvent beaucoup de mal à lire quand je suis en période d'écriture. J'ai des périodes d'écriture un peu intenses, il faut que j'avance plus vite. Alors en plus avec j'enseigne à temps plein, hein, donc il faut quand même que je compartimente bien ma vie. Donc c'est vrai que quand j'enseigne et que j'ai cette période d'écriture, j'ai beaucoup de mal à lire de manière intense, et pourtant vraiment la lecture nourrit tout mon travail d'écriture. Enfin vraiment, donc voilà, j'oscille entre des périodes où je vais beaucoup lire, je ne m'arrête pas, et puis des périodes où je vais beaucoup écrire. Voilà, donc l'un nourrit l'autre, mais la lecture surtout. Mais j'ai beaucoup de mal à le faire en même temps. Voilà, exactement. Alors on va parler de la ritournelle de nos jours. Effectivement, 2022, 2023, 2024, on est arrivé très vite au troisième roman, Ouais. donc, qui est paru en novembre de l'année Exactement. dernière, juste après Merlieu. Exactement. Et alors, ça s'est enchaîné dans l'écriture, ou c'est un livre que tu portais déjà? Alors, non, ça s'est enchaîné. En fait, comment est-ce qu'il est arrivé, la ritournelle de nos jours? Dès que je termine un projet, en fait, je me laisse un petit peu de temps. Je me dis, oh non, là, il faut que je me repose, hein, voilà, prendre un petit peu de temps. Bon, et en fait, pas du tout. Et très vite, je me dis, non, surtout, il faut s'y remettre. Et puis après, si je laisse passer trop de temps, je n'y arriverai plus, je n'arriverai plus à écrire, je ne saurais plus faire, je n'aurai plus d'idées, tout ça. Donc, je m'y remets très vite. Et donc, je m'y suis remise, en fait, assez rapidement. Pour la ritournelle de nos jours, alors il est un petit peu différent, hein, celui-là. Je voulais conférer à ce troisième roman une petite teinte un peu historique, voilà. Donc voilà, je l'ai un peu pris différemment. J'ai pensé à l'histoire d'un des personnages plus particulièrement avant de vraiment imaginer l'architecture globale du roman. Et puis, j'avais quand même cette envie aussi, cette fois, de parler d'une maison qui existe vraiment. Voilà. D'une maison qui existe vraiment et qui se trouve donc à Beaulieu-sur-Mer, donc qui est juste à côté de Nice. Alors, c'est une villa qui s'appelle la Villa Mauresque, qui donne sur une plage qui s'appelle la plage de la Petite Afrique. Et c'est une maison qui est très belle, donc d'inspiration mauresque, et assez énigmatique parce que, en fait, enfermée, emprisonnée par des murs assez hauts. Donc on devine bien la façade, et puis comme je suis une grande adepte de Street View, de Google Maps, de tout ça, là, voilà, exactement, de toutes les vues 3D possibles et imaginables, je la connaissais pour l'avoir vue de mes yeux en étant allée sur la plage de la Petite Afrique, mais c'est vrai qu'on a accès à un certain nombre, des ressources quand même assez exceptionnelles via Internet, hein. Donc j'ai commencé mes petites recherches sur cette maison. Voilà, j'ai fait mes petites recherches sur cette maison, et donc j'ai eu envie. Alors l'histoire de cette maison est tout à fait réelle, hein, ce qui est raconté dans le livre est tout à fait juste jusqu'au moment où elle devient un hôtel, hein. Ça n'a jamais été un hôtel, aujourd'hui ce n'est pas un hôtel. Voilà, donc tout est vrai jusqu'à il y a une trentaine d'années, quoi. Voilà. Et donc j'ai imaginé ce qui avait pu se passer dans cette maison, qui ne s'est pas passé, hein, par conséquent, voilà, ces 30 dernières années. Donc là, c'est un roman qui a une double temporalité. On est vraiment, ça se passe à la fois dans les années 70 et puis aujourd'hui, voilà, avec des retours, des allers-retours entre le passé et notre époque. Alors, on peut peut-être lire le début, parce que ça commence par une quête. Enfin, c'est une quête, le roman est une quête. S'il fallait que je date le début de ma quête, je retiendrais ce jeudi matin du mois de février 2006, où je vis mon père franchir les portes de la boutique. Il s'arrêta d'abord devant la vitrine, fronça les sourcils en scrutant l'intérieur à travers la vitre.
Lorsqu'il me vit derrière le comptoir, il afficha l'un des sourires dont il avait le secret, large et imposant, à l'instar de toute sa personne, et agita la main. C'était un matin frais et clair, plein de cette lumière rose dont se pare parfois le ciel de Paris l'hiver. Mon père venait si rarement que je ne pus cacher ma surprise. Je passe un petit peu. Lorsqu'il entra dans la boutique, Dimitri, notre apprenti, le salua d'un mouvement de tête et poursuivit avec concentration la tâche que je lui avais confiée. Quant à mon père, il ne fit pas attention à lui. Il portait l'un de ces éternels imperméables, de ceux qu'il ne quittait jamais, en toile beige, et dont il remontait le col sur une écharpe grise usée jusqu'à la trame. Il referma derrière lui et s'approcha du comptoir sur lequel j'abandonnais le bouquet que j'étais en train de composer pour venir l'embrasser. D'un regard, il fit le tour de la boutique avant d'affirmer d'un ton docte. « J'oublie toujours comme c'est joli ici, raffiné et élégant. À ton image, ma fille. » « Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite ?» lui demandai-je en mettant un café à couler dans l'arrière-boutique. Je passais dans le coin. J'ai pensé que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le magasin. Il finit par baisser la tête, saisit l'anse de la tasse, avala une gorgée et soupira. Puis il planta ses yeux dans les miens. « Bon, ma chérie, je ne vais pas tourner autour du pot. Il faudrait que nous parlions tous les deux. J'ai des choses à te dire. » C'est ce personnage de Sophie, fleuriste, qui a été élevée seule par son père. Et son père a quelque chose, on peut le révéler assez vite parce que c'est dans les premières pages, dans les pages qui suivent. Le père annonce qu'il est malade et qu'il ne lui reste plus que quelques temps à vivre. Et après sa disparition, il y a justement une clé, la clé d'une maison. Dont elle n'a jamais entendu parler. Hein, voilà. En fait, le père de Sophie est un pianiste célèbre. Hein, il s'appelle Émile, un très grand interprète célèbre dans le monde entier. Et elle a vraiment grandi dans son ombre sans bien réussir à se positionner en fait, face à lui, qui est assez charismatique, assez imposant, tout en étant doux et aimant. Hein, mais voilà, ils ont une relation un peu étrange. Donc elle l'accompagne jusqu'à la fin. Hein. Il vient la voir pour dire bah voilà, en fait moi c'est bon, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus rien, donc je n'en ai plus que pour quelques semaines. Elle l'accompagne et c'est aussi l'occasion pour eux d'apprendre à se connaître en fait, hein, pas de renouer parce qu'ils ne se sont pas séparés, mais voilà d'enraciner une espèce de sentiment entre eux et juste avant de mourir, il lui demande pardon. Elle ne sait pas pourquoi, il lui dit pardon, ce sont ses derniers mots. Et puis quelques jours plus tard, elle est convoquée chez le notaire qui lui donne une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a une clé. Et il lui dit, bah voilà, en fait, votre père était propriétaire depuis bien longtemps maintenant d'une maison qui se trouve à Beaulieu-sur-Mer. Et c'est vous qui en héritez. Voilà, donc je vous remets les clés. Il m'a demandé de le faire. Je vous remets l'acte de propriété. Et puis, bah, vous en faites ce que vous voulez. Donc, elle ignorait absolument toute cette maison. Elle ne savait pas qu'il l'avait achetée. Elle ignorait même qu'il était déjà allé dans ce coin-là. Évidemment, après quelques jours de réflexion, elle décide d'aller voir ce qui se cache dans cette maison. Elle est assez craintive, hein. Elle se demande de ce qu'il a pu cacher. Voilà, elle a peur de ce qu'elle va pouvoir découvrir là-bas. Et en fait, elle va remonter le fil du passé de son père. Et le lecteur va suivre à la fois l'histoire du père et puis l'histoire de Sophie. Voilà. Donc on a ces deux histoires, ces deux vies en parallèle. Et puis un troisième personnage extrêmement important qui apparaît assez vite et qui est vraiment au cœur de toute l'histoire de la Villa Mauresque et donc du roman. Et c'est sur ce personnage-là qu'il y a le fait historique. Voilà, exactement. Et donc j'étais vraiment partie de ce personnage en particulier, qui s'appelle Elena, c'est une femme qui s'appelle Elena. Et c'est vraiment elle, au départ, dont j'ai voulu raconter l'histoire, et les autres l'ont rejointe de façon progressive. Et ça, tu l'annonces en fait tout début du roman. L'histoire d'Elena est totalement fictive. Je me suis inspirée de ce fait historique pour inventer cette intrigue de toutes pièces.
Oui. Ça, effectivement, c'est nouveau. Oui, oui. Alors c'est nouveau, tout à fait. C'est nouveau et ça m'a plu. Donc on va retrouver dans le prochain. Ça m'a plu. Voilà. Et la seule chose, c'est qu'en fait, j'aurais aimé que ce petit texte soit à la fin du roman, plutôt. Parce que je trouve qu'en fait, on en apprend trop tôt. Isabelle ne vous a pas tout lu. Non, j'ai pas lu. Voilà, mais il ne faut pas lire. Voilà, vaut mieux commencer directement le roman et revenir à la note introductive à la fin. De toute façon, dans la construction du roman, la fin invite exactement. à revenir au tout début, parce que finalement, les premières lignes, on les retrouve quasiment tout à fait. À la fin. Il y a comme un stop, une exactement. boucle, et c'est même plus qu'une boucle, parce qu'il y a comme un instantané, comme si on figeait l'image. Le roman avance, c'est cette quête, et à un moment, on se retrouve comme au début du roman. Ça, c'est aussi... tout à fait, les deux temporalités... finissent par se rejoindre, oui. Et donc, cette construction sur deux temporalités, ça aussi, c'est nouveau. Alors, on avait surtout la polyphonie jusque-là des personnages. Là, on a la voix. Alors, ce qui est assez particulier aussi, c'est que quand c'est Sophie, elle parle à la première personne. Quand c'est l'histoire d'Émile, c'est un narrateur extérieur. Tout à fait. Voilà. Une volonté de... Oui, alors effectivement, on a deux temporalités et deux points de vue, donc avec effectivement un point de vue interne avec le personnage de Sophie, et puis un point de vue omniscient avec ce narrateur qui raconte l'histoire d'Émile, mais qui sait quand même beaucoup de choses sur Émile. Voilà, donc on a des points de vue différents qui alternent, et puis effectivement une temporalité aussi qui alterne. J'avais envie, oui c'est vrai, d'explorer ces deux moments et de regarder comment ils pouvaient évoluer en parallèle et comment ils pouvaient se rejoindre aussi. On a des moments quand même, on retrouve le passé et le présent se rejoignent, se retrouvent à certains moments. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, on retrouvera ça également dans le nouveau. Et en ayant terminé la lecture, je me dis, mais alors qui est le personnage principal ? Est-ce que tu n'as pas voulu choisir ? Qui est le protagoniste ? Alors finalement, c'est peut-être un peu Sophie parce qu'elle fait avancer l'enquête. Oui, tout à fait. Sophie. S'il n'y avait pas eu Émile. Alors, Sophie, c'est par elle effectivement que l'enquête arrive. Mais alors, c'est amusant parce qu'on retrouve en fait cela dans Rebecca. Qui est le personnage principal dans Rebecca ? Est-ce que c'est la narratrice ? Est-ce que c'est Rebecca ? Est-ce que c'est Max ? Enfin, on a un doute. Et ben là, effectivement, moi, à mon sens, c'est Émile. C'est vraiment Émile qui est celui autour. Alors, bien que Elena ait été le premier personnage dont j'ai voulu raconter l'histoire, pour moi, c'est vraiment Émile, donc qui l'accompagne en fait, qui est le personnage central du roman. Mais en fait, ça. Je crois que c'est toute la beauté de la lecture. Chacun se fait sa propre idée, et chacun s'attache au personnage de manière différente. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on écrit un roman, on a imaginé des personnages, on a imaginé leur vie, on a imaginé leur histoire, on les a vus dans notre esprit, et puis à un moment, on pose le stylo, tout s'arrête, les bons à tirer sont envoyés à l'imprimerie, et puis plus rien ne nous appartient. Et en fait, tout repose dans les mains des lecteurs et c'est aux lecteurs de se faire leur propre idée et de voir des choses que parfois on n'a pas du tout vues dans le roman. Voilà, c'est je crois, toute la beauté de la lecture, c'est que en fait, les romans n'appartiennent pas à leur auteur, ils appartiennent bien aux lecteurs et voilà, c'est eux qui s'en font leur propre vision. Donc on a parlé de Sophie. On a parlé de Sophie, on a parlé d'Émile, on a parlé d'Elena, mais pour moi, il y a un personnage supplémentaire, c'est la musique. Alors oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Je ne suis pas une... Alors, j'ai appris un petit peu le piano quand j'étais enfant. Mon grand-père était excellent pianiste et organiste de l'église de la ville dans laquelle il vivait. Donc la musique a toujours occupé une place importante dans notre vie de famille. Et voilà, et
en fait, moi, je suis une grande sensible. Bon, je pleure beaucoup, très facilement. Vous voyez, tout à l'heure, peut-être que vous l'avez ressenti, mais lire les premières pages de Rebecca, ça m'émeut. Et ça fait beaucoup rire mes élèves, parce qu'en fait, je me retrouve dans des situations un peu cocasses. Bon, je pleure beaucoup, je suis une grande sensible. Et en fait, cette sensibilité, elle se manifeste à travers la musique, à travers la lecture, à travers la peinture et au théâtre également. Et en fait, on retrouve ces différents arts dans mes romans. La photo, voilà. Danse. Et en fait, l'exercice artistique, enfin la pratique artistique est toujours pour mes personnages une façon de s'accomplir et de se trouver, et de se reconstruire et de se révéler, parce que dans Comme des éclats de toi, en fait, le personnage principal, enfin un des personnages principaux, donc qui a vécu ce terrible accident de voiture, est quelqu'un d'extrêmement brillant. Voilà, c'est un jeune homme à qui tout réussit, une espèce de golden boy qui ne se pose pas tellement de questions sur la vie. Bon, et puis il ressort de cet accident. Une femme est morte dans cet accident et c'est sa faute. Et il a perdu sa jambe. Donc il est assez mal. Voilà, le début est assez sombre. Et en fait, cet accident va aussi être l'occasion pour lui de se révéler autrement, en fait, de se poser les bonnes questions et de se dire, mais enfin, cette vie où j'étais très heureux et où j'avais le sentiment de m'accomplir, est-ce que c'était vraiment la voie que je veux suivre jusqu'à la fin ? Et il renoue avec une passion qu'il avait effectivement quand il était plus jeune, qui est la photographie. Et il décide de devenir photographe. Donc voilà, c'est effectivement, je crois, le pouvoir de l'art, à mon sens, c'est inouï. Et en fait, l'art, c'est la musique, la peinture, la poésie, le récit. Enfin voilà, c'est vrai que j'aime parler de ces pratiques artistiques dans mes romans. Et d'ailleurs, pour le personnage d'Elena, chaque jour, chaque minute, c'était une douleur lancinante, une déchirure qui se rouvrait sans cesse. Donc là, elle revient sur cet événement historique qu'on ne va peut-être pas trop dévoiler, pour que vous ayez le plaisir de découvrir. Alors seulement les souvenirs s'atténuaient et la paix l'habitait, le temps de quelques notes. Voilà pourquoi la musique lui était vitale. Oui. Alors il y a cette dimension effectivement vitale pour Elena et pour Émile. La musique les sauve en fait, chacun pour des raisons différentes. Cette pratique, le partage qu'ils font de leur art avec les gens qui les écoutent, les sauve littéralement. Enfin, et ça aussi j'y crois. Enfin, je pense qu'effectivement pour nos grands artistes, eh bien, il est vital de jouer du violon, il est vital de jouer du piano et c'est ce que j'ai voulu montrer effectivement avec Elena. Alors, il y a cette omniprésence de la musique qui vient contraster avec le silence d'Émile, finalement, face à sa fille, devant sa fille. Oui, alors Émile s'est tu effectivement pendant des années, c'est ce que Sophie comprend, il lui a caché toute une partie de son existence. Mais est-ce qu'il, en fait, je ne crois pas qu'il la lui ait réellement cachée. Je pense qu'il la lui arrivait. En fait, il l'a révélée à travers sa musique, à travers la musique qu'il a composée au début. Et bon, après, il s'est tu, mais et en fait, il la lui révèle pour finir. Enfin, bon, je suis pas certaine qu'il. Certes, il lui tait ce passé, mais en fait, il le révèle autrement, par sa musique, par son art. Juste traduire son langage. Oui. Et c'est là qu'elle a finalement les clés pour traduire ce que voulait dire Émile. Ouais, exactement. Et justement, alors tes personnages sont tous très attachants. On sent qu'il y a beaucoup d'amour de l'autrice pour ces personnages. Oui. Je trouve qu'il n'y a pas de personnage négatif. Oh, quand même. Un petit peu, non ? Un petit peu, mais, oui. Mais bon, non, c'est vrai. On leur trouve des failles. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup de mal à construire des personnages qui ne soient que sombres, des personnages noirs. Peut-être est-ce lié à cet enthousiasme, je ne sais pas. Mais certains sont tout de même plus terribles que d'autres et plus désagréables que d'autres. Mais c'est vrai que j'éprouve beaucoup d'affection pour mes personnages. Et bon, ça paraît toujours un peu étrange, mais c'est vrai que chacun de ces personnages existe. Enfin, en moi, voilà, ils existent. Et ce qui est amusant, c'est que souvent, je leur imagine un parcours. Et puis quand je commence à écrire, vous savez, il y a des auteurs qui se font un plan. Et puis alors,
ils suivent le plan à la ligne et donc tout est très très construit. Moi j'admire parce que j'en suis incapable. C'est-à-dire que moi je construis un plan, je fais toujours parce que autrement je ne peux pas avancer. Mais le plan ne se passe jamais comme prévu. Donc il y a un moment où en fait il y a un personnage qui va demander plus d'attention et je suis obligée de l'écouter et de me dire mais oui, bien sûr, en fait ce personnage-là, j'avais pas compris. S'il est comme ça, c'est parce qu'il y a eu ça avant. Voilà. Ah oui, mais s'il y a eu ça avant, donc il faut que je reprenne. Je reprends mon plan pour la 14e fois. Voilà, c'est vrai que je suis très liée à mes personnages. Et le pouvoir, presque. Oui, un peu. Hein. Mais je crois que c'est aussi parce que, en fait, je les imagine et comme je leur veux quand même une cohérence, voilà, à force de les imaginer, leur vie se construit en moi et je suis obligée d'écouter ce qui se construit, enfin, de suivre ce qui se construit. Et paradoxalement, et ça c'est vraiment amusant, quand j'ai terminé, c'est fini. Et ils ne disparaissent pas, hein. Ils sont là, ils sont en moi, mais vraiment, je n'ai plus envie d'y retoucher. Enfin, voilà, ça y est, on m'a souvent dit, surtout pour le dernier, on m'a dit, tu pourrais écrire un livre en lien avec celui-ci, qui ne soit pas une suite, mais qui soit peut-être l'histoire d'Elena. Enfin, voilà, peut-être que tu pourrais... Alors, vraiment, je n'en ai pas du tout envie. Peut-être que ça changera, parce que j'aime le changement, mais pour le moment, vraiment... quand je termine, quand j'envoie à mon éditrice, je dis c'est bon, c'est fini, là je ne retouche plus, c'est fini. Et finalement, ils rejoignent une espèce de galerie de portraits que j'ai dans ma tête, mais j'ai plus du tout envie d'y toucher, plus du tout. Et quand tu dis que tu les imagines, tu pars de personnages réels ou d'éléments? Est-ce que je parle? Oui, alors pour certains personnages, oui. Par exemple, dans Comme des éclats de toi, un des personnages principaux, il s'appelle Madeleine. Madeleine, en fait, je l'ai imaginée à partir d'une figure qui a beaucoup compté dans ma vie, qui était la sœur de ma mère, qui était elle-même attachée de presse, enfin voilà, qui a une vie qui ressemble par bien des aspects à celle de Madeleine. Sauf que pendant des années, je n'ai pas compris ma tante. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas chez elle. Et donc, j'ai eu envie de lui inventer une vie un peu différente. Donc, je suis vraiment partie d'elle. Et puis en fait, finalement, c'est pas du tout elle. Pas du tout. Et en fait, on la reconnaît pas vraiment. Enfin, on se dit, ah, mais c'est amusant, ça fait... Mais non, en fait, c'est pas elle du tout. Mais oui, donc souvent, je pars de profils qui peuvent m'intéresser. Mais voilà, c'est un point de départ. Et puis, généralement... ce qui est à l'arrivée n'est plus du tout le point de départ. Et tu l'as ton point d'arrivée de ton roman? J'essaye d'avoir... En fait, je crois que plus qu'un point d'arrivée, j'ai un horizon. Enfin, voilà, voilà, j'ai une direction. Et vraiment, c'est amusant parce que je n'arrive pas à faire autrement. Et là, pour celui que je suis en train d'écrire, je me suis fixé une deadline, donc il faut vraiment que j'avance. Donc j'ai essayé de construire, mais j'ai jamais fait un plan aussi précis. Mais en fait, j'ai tout mis par terre. Voilà, donc je suis obligée toujours de refaire parce qu'il y a plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé, qui interviennent et qui changent la structure, la narration. Et c'est aussi ce qui est palpitant. Enfin, autrement, je crois que je m'ennuierais. Là, c'est aussi ça qui me... Le changement. Et oui, qui me tient en haleine, moi aussi, quand j'écris. Et il y a une raison éditoriale pour que celui-ci soit paru directement en poche? En poche, oui. Alors oui, tout à fait. Il y a une raison éditoriale. C'était pour lui donner plus. Alors là aussi, c'est un peu paradoxal, mais j'ai bien plus vendu les poches des deux premiers, ce qui est tout à fait normal et logique. Et donc, on a voulu lui donner une vie directement en poche parce que, en fait, c'est le marché de l'édition, hein, mais quand des romans se sont bien vendus en poche et un peu moins bien en grand format, les libraires ont moins envie de commander des grands formats, alors que les poches, en fait, ça prend pas de place sur une table et ça permet au roman d'être visible quand même. Donc, le choix, c'était ça, c'était pour de la visibilité. Voilà. Alors nous sommes dans une bibliothèque. Avant de vous donner la parole et avant de faire l'actu des bibliothèques et de donner la parole à Yulia,
Je voulais savoir quel était ton rapport aux bibliothèques. Est-ce que tu es une lectrice de bibliothèque? Est-ce que tu les fréquentes davantage depuis que tu es autrice et invitée dans les bibliothèques? Alors, quand j'étais enfant, j'allais beaucoup à la bibliothèque. J'avais la chance d'avoir une médiathèque pas très loin de chez moi et ma meilleure amie qui vivait juste au-dessus. Donc, c'était un lieu de rencontre pour nous. On s'y retrouvait le mercredi après-midi, d'autant qu'il y avait souvent des activités organisées pour les enfants, des lectures, des partages autour de romans, jeunesse. Donc, j'ai beaucoup fréquenté la bibliothèque de mon quartier quand j'étais petite. Après, un peu moins, clairement moins. Et là, j'ai la chance d'avoir une très très bonne médiathèque dans la ville où j'habite. Et donc, j'y vais beaucoup. Et j'y vais beaucoup avec mes enfants. Voilà, j'y vais beaucoup avec mes enfants parce qu'en fait, ils peuvent prendre des livres, lire. Et moi aussi, je prends mes livres et je suis à côté et nous lisons tous ensemble et c'est très bien. Voilà, donc ouais, je suis une mordue de bibliothèque. Et alors en plus, je trouve que les bibliothèques sont des lieux absolument magnifique et je pense notamment à une bibliothèque que peut-être certains d'entre vous connaissent qui se trouve au Portugal à Coimbra, hein, une bibliothèque extrêmement ancienne, absolument fabuleuse, qui ouvre 3 heures par jour pour protéger, voilà, pour la protéger de la lumière. Les fonds sont très anciens et sublimes. Et donc j'ai pleuré, bien sûr, en allant visiter la bibliothèque de Coimbra. Et je vous recommande d'aller la visiter. Et je peux également parler, j'ai effectué un stage en bibliothèque quand j'étais étudiante à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, un joyau de bibliothèque en plein centre de Paris, absolument fabuleux, qui renferme notamment le psautier de Saint-Louis. Enfin, en tout cas, c'était le cas à l'époque. Donc non, j'aime beaucoup les bibliothèques. Donc je suis ravie d'être dans une bibliothèque ce soir. Et donc, je passe la parole à Yulia pour l'actu bibliothèque et l'actu PIC Lecture. Merci Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un fil rouge exceptionnel qui se déroule dans les bibliothèques du territoire de la Picardie des Châteaux. Il s'agit du fil culturel manga 2025. Que vous soyez passionné par le cosplay, le doublage, le dessin ou tout simplement curieux, vous êtes attendu dans votre bibliothèque préférée. Retrouvez toutes les informations concernant les animations et les ateliers qui se déroulent dans vos bibliothèques préférées du territoire sur le site internet de la Picardie des Châteaux qui s'affiche sur ma gauche. Je vous souhaite de vous éclater, de profiter et de vivre une expérience 100% manga. Et donc maintenant, à vous. Si vous avez des questions, mais ça peut être aussi des impressions de lecture, puisque certains d'entre vous ont lu La vie ne se danse jamais seule, puisqu'il était dans la sélection du prix Merlieu 2024. Moi j'ai une question justement par rapport au prix Merlieu, et j'aurais aimé savoir si vous aviez déjà été invité à participer à des prix avant celui-là. Si c'était votre premier prix ou s'il y en avait eu d'autres. Voilà. Eh bien non, c'est mon premier prix et c'est mon unique prix. Et je vous assure que vous ne pouvez pas... Enfin, en fait, j'en ai tiré une très grande fierté et surtout, je me suis sentie extrêmement honorée. Mais vraiment, donc j'ai appelé mon éditrice le lundi pour que ce soit ajouté dans le bandeau Amazon, Fnac, partout. Prix Merlieu des bibliothèques 2024. Voilà, donc je suis extrêmement honorée et c'est mon unique prix. Jusque-là, non mais voilà. Non, vraiment, et en fait, c'est un prix de lecteur, donc c'est merveilleux, en fait. Voilà, ça aussi, c'est un grand moment. Quand j'avais reçu ton petit mail, voilà, je me revois dire à mon mari, oh, Raph, tu ne devineras jamais. Voilà. Non, vraiment, j'ai été extrêmement heureuse. Donc, un immense merci au lecteur. Voilà, c'était un très beau souvenir de cette journée et voilà, je suis très honorée. Une autre question? Alors moi j'avais 2 petites questions et une remarque.
Oui, allez-y. Alors, ma première question, c'est pourquoi choisir cette maison en particulier? Vous avez évoqué le fait que voilà, vous voyez, j'ai beaucoup, je me doute que vous avez vu beaucoup d'autres bâtiments qui auraient pu être intéressants. Pourquoi celle-ci en particulier? Alors, c'est une très bonne question. Donc, la Villa Mauresque. Alors, pourquoi la Villa Mauresque? Parce que, en fait, je trouvais qu'elle était intéressante à décrire, vue de l'extérieur. Et j'aimais beaucoup sa localisation. La plage de la Petite Afrique, c'est vraiment un lieu absolument fabuleux. J'avais envie de parler de ce lieu-là, donc de cette vue plus particulière. Et puis, en fait, elle s'est imposée. Et pourtant, effectivement, il y a beaucoup de maisons que je trouve sublimes dans ce coin. Et même à Nice, enfin voilà, j'aurais pu être une autre maison, mais je crois que c'est celle-là, elle s'est imposée un peu toute seule par sa localisation et parce que je la trouvais intéressante à décrire. Et ta remarque? Et ma remarque, c'est que moi j'ai fait le choix de choisir, donc j'ai lu le livre La Ritournelle de nos jours, de choisir de l'acheter sur liseuse. Oui. Et ça m'a permis que le petit passage qu'on a au tout début, et ben en fait, mine de rien, je l'ai ah bah voilà, donc c'est très très bien. Parfait, vous avez bien fait. La première page. Voilà. En fait, effectivement, ce petit passage, j'ai découvert quand il a été lu. Mais par contre, la fin, voilà, à dire sur les... J'ai deviné la fin en quelque sorte sur les 30 dernières pages. Le suspense a été quand même... tenu assez longtemps, ça va alors. Oui, non mais en fait, je ne sais pas pourquoi on l'a mis au début, parce que en fait, il me semble que je l'avais mis à la fin, et je pense qu'il a été ramené peut-être au moment de la correction. J'ai pas été suffisamment attentive, et mon éditrice non plus. Enfin, on n'y a pas pensé, on ne sait pas, voilà, on n'a pas pensé que ça pourrait être un peu dommage pour certains, pour certains lecteurs, de connaître déjà un peu le passé d'Helena avant même qu'elle apparaisse dans le roman. Mais bon, c'est pas très grave, mais donc c'est très bien que sur la liseuse, on puisse ne pas... Je sais que j'ai pas le souvenir d'avoir eu ce petit passage, donc c'est que... Très bien. Soit je l'ai eu, mais il a été loupé à l'ouverture de la liseuse, soit il était peut-être à la fin. C'est parfait. Alors peut-être pour terminer, tu as commencé à nous dévoiler quelques éléments du prochain. Donc, oui, j'en parle beaucoup parce que je suis vraiment dedans là. Il y a des images, il y a ton voilà. ordinateur, tes notes manuscrites. Exactement, et je ne fais que ça là. Voilà. Et un livre. Ouais. Oui, alors voilà, c'est un roman. Donc l'objectif que je me suis fixé pour ce roman, c'est vraiment de faire découvrir l'histoire de la ville de Vienne à travers un épisode romanesque en fait. À travers j'allie vraiment mon travail d'urbaniste et mon travail de romancière. Donc c'est absolument passionnant pour moi. Ça reste un roman, c'est un roman pur et dur, mais ponctué d'anecdotes historiques. En fait, c'est à nouveau un roman à double temporalité. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui arrive à Vienne un peu contrainte et forcée. Elle décide de suivre son mari. C'est un moment de sa vie où elle va pas bien du tout. Elle laisse tomber son travail. Elle arrive à Vienne. Elle ne sait pas parler autrichien. Elle n'a pas d'amis. Donc elle a plus de travail. Bon, et puis elle sort d'une d'épreuve un peu complexe. Elle a voulu avoir un enfant pendant des années. Elle a jamais réussi. Et donc elle a décidé de faire le deuil de cette maternité dont elle a rêvé pendant longtemps. C'est vraiment un moment difficile pour elle. La seule chose qui la maintient en vie, on va dire, c'est qu'elle court. Elle court beaucoup. Donc c'est devenue joggeuse et elle s'est fixé l'objectif de faire le marathon de Vienne. Et je ne sais pas si vous connaissez la ville de Vienne, mais à Vienne, on a un centre-ville historique très très resserré qui est bordé d'un boulevard qu'on appelle le Ring. Donc c'est un boulevard circulaire sur lequel on voit tous les bâtiments officiels de la ville, et même du pays, puisqu'il y a le Parlement, il y a l'Opéra bien sûr, l'université, des parcs également, et puis il y a le palais des Habsbourg. Donc en fait, c'est un lieu emblématique de la ville, une espèce de vitrine. Quand on parle de Vienne, souvent on parle du Ring et de tous ces monuments qu'on peut voir sur le Ring. Donc elle court le long du Ring, qui est aussi le lieu où se déroule le marathon en question. Et puis un jour, elle vit en plein centre, dans un vieil immeuble, un immeuble du 19e, un bel immeuble. Et un jour, par hasard, elle remarque qu'il y a une plainte qui s'est un peu détachée dans son salon. Donc elle essaye de la remettre. Et puis en fait, la plainte lui reste entre les mains. Et elle découvre
derrière une espèce de carnet un peu en lambeaux, un vieux machin en cuir. Bon, donc elle le pose sur son bureau, elle l'ouvre, elle regarde, donc elle ne parle pas autrichien, donc elle ne lit pas l'autrichien non plus, elle ne comprend rien. Mais ce qu'elle voit, ce sont des dates. Et ces dates, c'est 1862, 1863, donc ces années 1860. C'est dire, je tiens quelque chose, là, c'est quand même incroyable. Pourquoi est-ce qu'on a caché ce document dans la plainte, là Qu'est-ce que c'est? Bon, il faut que je réussisse. Voilà. Et en fait, elle décide d'essayer de traduire ce document, alors qu'elle n'y connaît rien, qu'elle ne parle pas autrichien. Et en fait, elle s'accroche à cet objectif qu'elle se fixe, en plus du marathon. Là. En fait, c'est une ancienne journaliste, et donc elle décide là aussi de comprendre ce que c'est que ce document et de le traduire pour découvrir l'histoire de son auteur. Et donc, en fait, on plonge dans les années 1860, qui sont les années au cours desquelles le ring a été construit. Puisqu'en fait, au départ, il s'est positionné sur d'anciens remparts. La ville était fortifiée. Et François-Joseph, donc l'empereur, le mari de Sissi, a décrété en 1857 qu'il fallait détruire ces remparts pour essayer de créer du lien entre le centre et les faubourgs. Et donc, il a ordonné la construction de cet immense boulevard. Donc, on va suivre en fait l'histoire d'un architecte qui travaille sur ce projet urbain. Voilà, donc c'est à nouveau une double temporalité. C'est néanmoins vraiment différent. Vraiment différent. Merci pour cette Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous et à toutes de votre présence. Merci à l'équipe de la Bibliothèque d'Ursel, à toutes ces bénévoles de nous avoir accueillis pour ce premier numéro de Virgule, l'émission littéraire de Pic Lecture. Et merci Marie, et on te retrouve à la fête du livre de Merlieu le dimanche 5 octobre 2025. L'affiche, le prototype de l'affiche est déjà là. Très joli, très beau. Merci à vous. Merci à vous Isabelle.